Frédéric Méranville, bonjour. Bonjour. Pour ceux qui l'ignoraient, mais qui l'ignorent, vous êtes président de l'Université de La Réunion. Depuis combien de temps maintenant? Alors depuis le 8 septembre 2016, donc on va arriver à mi-mandat en septembre. D'accord. Si je vous ai invité, c'est parce que l'université connaît quelques périodes un peu troubles, agitées, on va dire. D'abord, il y a eu le blocage de 8 embauches de professeurs. La semaine dernière, vous avez eu un conseil d'administration qui a été un peu perturbé avec un quorum qui était présent au début de séance et puis ensuite insuffisant pour voter votre budget rectificatif. Qu'est-ce qui se passe exactement à l'université? Racontez-moi un peu. Alors l'université, c'est un lieu de débat, c'est un lieu d'échange, un lieu de débat, un lieu où les opinions s'expriment. Et donc effectivement, ça se manifeste à certains moments, mais depuis le départ, depuis septembre 2016, de ce que j'en sais, effectivement, on a ouvert avec le professeur Gilles Lajoie, qui est président du conseil académique, un certain nombre d'instances de communication, de discussion, et nos collègues prennent leur mandat, leurs électeurs très au sérieux en exprimant un certain nombre de positions. Donc vous indiquiez deux événements, effectivement, donc j'ai été contraint cette année donc d'arrêter 8 concours d'enseignants-chercheurs. Ces concours ont été arrêtés parce qu'il y avait des illégalités, des irrégularités manifestes, puisque le contrôle de légalité qui avait été opéré par M. le recteur avait abouti à cette conclusion-là. Mais j'aime à rappeler que ce sont 8 concours sur 33, et que donc les concours pour les personnels administratifs ou les concours pour les enseignants sont allés jusqu'à leur terme. Alors effectivement, c'est dommageable, mais en même temps, nous avons pris toutes les dispositions pour que la rentrée se passe dans les meilleures conditions. Je ne pouvais pas maintenir effectivement une procédure qui était entachée d'illégalité. Par ailleurs, cette illégalité ou ces irrégularités existaient dans l'établissement depuis bien avant. On parle de 2013, on parle de 2009, un certain nombre de délibérations étaient prises en étant entachées d'irrégularités. Quand je m'en suis rendu compte, j'ai souhaité que ça ne soit plus le cas au sein de l'établissement. Et donc désormais, les délibérations respecteront à la lettre les textes. Mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que vous, président de l'université, vous ne saviez pas que, par exemple, vous n'avez pas le droit de présider cette commission qui allait procéder aux embauches? Alors il y a vraiment deux choses, parce qu'il y a effectivement 3 conseils académiques que j'ai animés dans un cas qui n'est pas couvert par les textes. J'avais un président qui était en exercice, empêché. Et quand on regarde dans les statuts de l'établissement, cette situation-là, pour une séance, n'est pas prévue. Donc face à cela, nous sortions d'une période qui était un petit peu compliquée, vous l'avez dit effectivement, puisque le budget de l'établissement a été voté le 22 février. Donc il est tardif. Et voté difficilement. Alors 21 voix quand même, donc on a une bonne majorité, mais il est voté plus tardivement que d'habitude. On a une campagne emploi qui est votée le même jour, sur le volet justement enseignant-chercheur, et c'est effectivement plus tardif que d'habitude. Avec une volonté commune qui est celle d'avoir à la rentrée des enseignants en face des étudiants. Pourquoi? Parce qu'on attend à la rentrée de septembre 2018 un afflux d'étudiants supplémentaires. Avec le mini baby boom de l'an 2000, il est question d'avoir entre 800 et 1000 jeunes de plus à l'université. Donc il était important qu'on puisse réaliser ces recrutements pour faire en sorte que les meilleures conditions soient données à nos jeunes. Ce décalage dans le temps, au 22 février, alors que nous souhaitions valider donc les éléments le 14 décembre, a induit un calendrier pour la procédure des recrutements qui était extrêmement resserré. Ayant été confronté à une vacance, on va dire, de la présidence du conseil académique, je n'avais pas d'autre choix, à mon sens, et c'est un choix qui est pleinement assumé, que de faire en sorte que la continuité de l'établissement puisse s'assurer en consultant mon service juridique, qui m'a clairement indiqué qu'il y avait un très faible risque juridique à ce que j'anime les séances, c'est-à-dire je ne participe pas au quorum, je ne participe pas aux délibérations, je laisse simplement les membres s'exprimer. Donc ça c'est un premier point. Et le recteur, lui, il a estimé que ce n'était pas le cas. Et le recteur, effectivement, en relation avec le ministère, donc a analysé pour la première fois, je suppose, ou l'une des premières fois, donc ce type de pratique, et a conclu que c'était effectivement illégal. Suite à cette annonce-là, nous avons proposé une séance de régularisation le 6 juin dernier, et la totalité, 100% des délibérations que j'avais proposées lors de ces 3 séances du conseil académique ont été à nouveau validées exactement dans les mêmes termes. Donc ce qui prouve bien qu'effectivement on était là sur une problématique qui était plutôt de forme,
hein, pour laquelle il y avait effectivement une analyse juridique qui était un petit peu divergente, ou en tout cas qui n'était pas forcément la même entre ce que l'on pensait nous et ce que le national faisait, mais qu'il n'y avait aucune volonté de ma part de maîtriser quelques délibérations que ce soit. C'était simplement un souci effectivement de faire en sorte que la rentrée se passe dans les meilleures conditions. Alors pour clore ce dossier, puisque vous l'avez dit vous-même, hein, le rectorat a estimé que cette délibération était illégale, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que vous allez avoir des classes à la rentrée qui vont se retrouver sans professeur? Déjà, la présidence du conseil académique en formation restreinte a été à nouveau nommée. Donc le 9 avril dernier, donc j'ai nommé un président de façon tout à fait régulière, donc qui a repris la main depuis, hein, donc qui a animé un certain nombre de séances, notamment la séance du 6 juin. Donc désormais, donc cette présidence du conseil académique est totalement assurée de façon régulière. Maintenant, sur la question des concours, et pourquoi il a été nécessaire, voire obligatoire, que j'annule cette procédure sur 8 concours sur 33. C'était simplement parce que la délibération initiale dans l'une des séances que j'avais animées était déjà entachée d'irrégularité, je vous disais, depuis 2013, voire avant. On ne pouvait pas régulariser une délibération qui elle-même était entachée d'irrégularité. Le contrôle de légalité qui avait été demandé à l'époque avait conclu à cette modalité-là. Et donc, on a proposé le 6 juin à ce que cette délibération soit retirée pour qu'on reparte sur des recrutements au fil de l'eau et qu'on ait effectivement des enseignants titulaires en face des étudiants à la rentrée. Le conseil académique en formation restreinte n'a pas souhaité le faire. Donc nous n'avons pas pu relancer donc les recrutements. Ceci dit, il y aura des enseignants contractuels en face des étudiants. Donc la question de la dispense, je dirais, des enseignements ne se pose pas. Alors, il y aura un professeur, mais est-ce que ce sera un ça professeur de même niveau que si c'était un professeur recruté par concours? Là, pour cette question, déjà que l'Université de La Réunion n'a pas une cote extraordinaire, est-ce qu'on ne risque pas d'assister encore à une diminution de la qualité de l'enseignement fourni? Il faut bien voir qu'au niveau des recrutements sur l'Université de La Réunion, alors on a tendance à dire effectivement qu'on est en dessous du niveau national. Quand on regarde le nombre de candidatures sur les postes, il faut vraiment relativiser cette information, hein. Il y a certains postes d'enseignants-chercheurs sur l'établissement pour lesquels nous avons 30 candidatures, ce qui est énorme, hein. Généralement, sur ce genre de poste, en moyenne, on est entre 10 et 20 candidatures. Nous arrivons parfois à 30. Donc il y a quand même beaucoup de candidats qui se portent effectivement candidats sur nos emplois et qui sont des candidats de grande qualité. Sur des recrutements que nous avons proposés contractuels pour la rentrée, moi je fais confiance aux différentes commissions, puisqu'elles vont travailler de façon très sérieuse à ce qu'il y ait les meilleurs effectivement candidats en face des jeunes, et bien souvent elles s'appuient sur un certain nombre de candidats qui ont candidaté pour les emplois titulaires, mais qui en transition peuvent très bien prendre un poste contractuel à la rentrée. D'une façon plus générale, vous avez été élu en 2016, vous l'avez dit, mais je dirais qu'au premier tour, vous étiez ultra minoritaire, que vous avez bénéficié d'une majorité que parce que le candidat qui lui-même était arrivé quasi en tête à égalité vous a rejoint, mais votre majorité est très fragile. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes encore majoritaire au sein de votre conseil? Alors moi j'ai été élu sur la base d'un partenariat, puisque donc souvenez-vous en 2016, donc il y a eu les élections de renouvellement, qui ont renouvelé l'ensemble des élus des conseils, et ensuite il y a eu la deuxième élection, celle effectivement liée à la présidence de l'université. Sur le renouvellement général des conseils, effectivement la liste s'unir, celle que j'ai portée, est arrivée en troisième position, on va dire, pour faire simple, qu'il y avait deux gros et grosses listes, et puis une troisième liste. Donc pour les sièges qui sont présents à la fois dans le conseil d'administration et le conseil académique, on retrouve en proportion, je dirais, la représentativité de ces trois listes. Ceci dit, pour la présidence de l'université, il y a eu un partenariat qui s'est mis en place entre la liste du professeur Gilles Lajoie et la mienne, dans un sens effectivement qui n'était pas forcément attendu par les collègues d'une façon générale et les électeurs, c'était effectivement une grosse surprise, mais dans un sens qui était justifié par justement le fait d'avoir la plus forte majorité possible au conseil d'administration. Si nous nous associons la liste de Gilles Lajoie et la mienne, ça donnait effectivement, quand vous faites le décompte, la plus grande majorité possible au conseil d'administration. Après, vous le savez comme moi, c'est-à-dire que les élections et ce qui s'est passé donc le 8 septembre est un point d'étape. Et ensuite, il y a des évolutions. Effectivement, je vous disais, l'université est un lieu de débat. Et effectivement, et on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ceux qui avaient voté pour vous qui se sont déplacés, qui aujourd'hui même clairement sont entrés en opposition avec vous. Et je répète ma question, est-ce que vous êtes toujours majoritaire
Au jour d'aujourd'hui, quand on regarde par exemple le dernier conseil d'administration, vous disiez effectivement qu'il y avait une question de quorum qui s'était posée. Oui, sur un point. Il y a eu 23 points donc sur ce conseil d'administration. Il y a eu un point pour lequel la question d'un quorum physique s'est présentée. On a eu un certain nombre d'absents. On explique physique, il faut que la personne soit présente voilà. Et non pas qu'une procuration. Exactement. Et donc, il y a un certain nombre d'absents qui étaient là et qui n'ont absolument rien à voir avec la démarche qui a été initiée par certains, qui se sont exprimés justement en contradiction avec le souhait de proposer ce budget rectificatif. Maintenant, quand vous regardez les autres points, l'ensemble a été validé avec d'une part une majorité, puisqu'il y avait 13 présents, 7 représentés, donc on est quand même à 20 sur 36, et les points ont quasiment en totalité été validés à l'unanimité. Donc ce qui prouve bien qu'il y a une majorité qui s'exprime aujourd'hui au conseil d'administration. Il y a aussi un certain nombre de collègues qui sont mécontents effectivement de ce qui se passe. Moi je les invite au dialogue, puisqu'on est là pour le développement de l'université, on est là pour le développement aussi de ce territoire. Et l'université est la seule de ce territoire et elle doit effectivement prendre en considération avant tout ces jeunes. Et je les invite à ce qu'on construise ensemble. Effectivement, le résultat de septembre 2016 peut paraître pour certains pas forcément ce qu'ils attendaient finalement des urnes. Ceci dit, quand on regarde depuis 2016 l'ensemble des projets que nous avons mis en place, je pense qu'ils correspondent à des attentes du territoire, à des attentes de la communauté et surtout, ce sont des décisions qui sont prises au service des jeunes Réunionnais. Donc je pense qu'il faut qu'on garde à l'esprit donc cette volonté que l'on a d'accompagner ce territoire et ces jeunes et que chacun se mette autour de la table pour qu'on arrive à trouver les points de convergence. C'est quoi la raison, l'explication de cette tension permanente à l'université? Dans un commentaire que vous avez fait, vous avez parlé de manœuvres politiciennes. Est-ce que la politique est présente là-dedans selon vous? Je pense que l'université et l'ensemble de la communauté universitaire de façon générale est assez perméable effectivement à ce qui peut se passer au niveau de son territoire et c'est très sain. Moi je ne souhaite pas par exemple une université qui soit complètement isolée, qui soit coupée de son territoire, qui fonctionne de façon un petit peu autonome, en marge des différentes problématiques, des différents événements qui se passent sur le territoire. Donc c'est tout à fait normal qu'une université, la seule université européenne et française de l'Indiane-Océanie, puisse effectivement participer aux grands débats de société et des grands débats du territoire. Il faut juste, à un moment donné, toute proportion gardée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si effectivement il y a des ramifications ou des questionnements ou des liens politiques qui se font, il faut qu'ils soient au bénéfice, au service de l'établissement, au service du territoire. Encore une fois, on est dans une université. L'université, c'est le lieu d'échange, c'est le lieu de débat. Par contre, ces débats doivent être constructifs, doivent être de bonne tenue et doivent surtout faire en sorte qu'on amène à ce territoire, justement, et au-delà, largement au-delà des frontières, un certain nombre de jeunes qui aient une vraie envie de s'émanciper, de développer un certain nombre de compétences, un certain nombre de qualités, qu'ils prennent part au débat, qu'ils prennent part à la vie citoyenne et qu'ils fassent en sorte qu'effectivement on soit connu et reconnu largement au-delà de nos frontières. On parle beaucoup d'ouverture de l'université, enfin de l'enseignement de façon plus générale sur le monde de l'entreprise, parce que ça sert à rien de former des jeunes, de leur faire avoir un bac plus 5 si derrière ils doivent se retrouver au chômage parce que ce sont des filières qui ne s'ouvrent sur rien. Est-ce que depuis que vous êtes arrivé, vous avez fait des actions dans ce sens? Tout à fait, et je l'avais fait même depuis avant, puisque j'étais effectivement vice-président de 2008 à 2012. J'ai dirigé aussi le service d'orientation et d'insertion professionnelle jusqu'en 2015, et j'ai participé à la mise en place du pôle de l'entrepreneuriat étudiant de La Réunion, alors qui est un pôle régional, qui est hébergé à l'université, qui regroupe 36 partenaires, et qui a pour vocation de sensibiliser, de former, d'accompagner des jeunes à la création d'entreprises et à des projets de façon générale entrepreneuriaux. Moi je suis de ceux qui sont convaincus par le fait que le débouché du diplôme, qui reste une garantie d'accès à l'emploi, ça n'est pas forcément le salariat tel que on l'entend de façon classique, et que on a beaucoup de jeunes dans l'établissement, quels que soient les niveaux d'ailleurs, niveau licence, niveau master, niveau doctorat, qui ont des projets professionnels qui peuvent très largement s'exprimer dans le cadre d'une création d'entreprise ou de la participation à une création d'entreprise. Donc il y a un certain nombre de projets qui ont aussi vu le jour, et moi je suis très favorable à ce que les jeunes se tournent aussi vers cette démarche-là. Revenons sur un dossier qui a fait la polémique au cours des dernières années, le remplacement du poste de Sudel Fumeur, on en est où aujourd'hui?
Alors, ce recrutement, il faut bien préciser ce que ça veut dire. C'est-à-dire que notre feu collègue, malheureusement, effectivement, nous a quittés. Il a laissé, je dirais, un support vacant au sein de l'établissement. Les collègues du département d'histoire ont souhaité effectivement proposer ce poste, mais sous des profils qui sont pas forcément exactement le même que celui de notre collègue. Il y a eu une première tentative de recrutement. Il y a quelques temps. Ce recrutement n'a pas pu aboutir. Vous savez comme moi ce qui s'est passé. Il y a eu effectivement l'expression d'un certain nombre de contradictions par rapport à ce qui était proposé. Il y a eu un autre poste qui a été mis au concours dans le cadre de cette campagne emploi 2018 qui ne reprend pas le même profil et qui est sous le coup effectivement de l'interruption de la procédure des 8 emplois d'enseignants-chercheurs. Donc il y aura une réflexion qui sera menée par le département d'histoire pour voir comment il profite cet emploi pour l'avenir. Moi, j'ai bon espoir, effectivement, qu'à un moment donné, on arrive à trouver là aussi des solutions. À l'occasion du renouvellement de ce poste, s'est posé le problème créole aux oreilles. Est-ce que c'est un débat qui a lieu aujourd'hui au sein de l'université? La plupart de vos professeurs, moi j'étais étudiant, sont des oreilles. On est tous au courant de filières qui existent, on fait venir ses copains de métropole. Est-ce que ça a toujours le cours aujourd'hui? Et est-ce que votre volonté est d'aller vers une augmentation du nombre de postes réservés à des enseignants réunionnais? Mon opinion par rapport à cette thématique-là, alors bon, qui peut exister dans les discussions des uns des autres, mais en tout cas qui n'existe pas de façon très apparente dans l'institution université. C'est-à-dire que dans les différents débats, que ce soit dans le conseil d'administration, le conseil académique, on n'est jamais évidemment donc sur ce type de questions. L'université, c'est une communauté. Et cette communauté, effectivement, intègre un certain nombre de personnes qui ont des origines diverses et variées. Et mon opinion sur la question, c'est que on est surtout et avant tout sur une question de compétences, sur une question effectivement de qualité des candidatures et des individus par rapport à une mission donnée, et qu'il ne faille absolument pas rentrer dans ce type de considérations pour des recrutements ou autres. Et quand je dis ne pas rentrer dans ces considérations, c'est qu'il faut, à mon sens, avoir à l'esprit l'excellence. Qu'on ait un candidat réunionnais qui soit excellent et qui, sur un concours national, se démarque. Moi, ça me va très bien. Qu'on ait un candidat qui ne soit pas du territoire, qui se démarque aussi dans le cadre d'un concours, ça me va très bien. Moi, ce qui m'intéresse... En droit, j'avais un professeur qui était une sommité en droit européen, et c'est tout bénéfice pour les étudiants. Donc c'est vrai que... C'est tout bénéfice pour les étudiants, et il faut bien voir qu'au-delà de ce débat-là, nous sommes avant tout français, toutes et tous, et il faut vraiment, et moi je suis vraiment sur cette ligne-là, trouver les points de convergence, ce qui nous rassemble, plutôt que ce qui nous divise. En faisant confiance aux différents membres de jury de concours, et en leur demandant surtout d'avoir à l'esprit l'excellence. Je pense que c'est ça qui prime. Moi, dans mon parcours, j'ai toujours souhaité être le meilleur dans mon domaine et tout faire pour cela. Et c'est pas parce que je suis effectivement issu de ce territoire que ça m'en a empêché. Donc je pense que tout le monde peut très bien le faire. Est-ce que vous pensez que le fait que vous ayez été réunionnais a été pour quelque chose dans votre nomination? Je pense qu'il y a eu des débats à un moment donné où ces questions-là ont été évoquées, mais je pense pas que ça a été déterminant. Ça a pu peut-être à un moment donné être dans les débats, encore une fois, peut-être amener certains donc à avoir peut-être une lecture un petit peu différente. En tout cas, et vraiment après presque un demi-mandat à la tête de l'université, c'est vraiment la compétence, la qualité, l'engagement qui doit primer pour ce type de fonction. On arrive à la fin de l'entretien. Quelle est votre vision pour l'université dans les 5 ans, 10 ans qui viennent? Ma vision est une vision très optimiste parce que et de responsabilité. Et il faut vraiment que chacun participe à ce développement. On est positionné au cœur de l'axe Afrique-Asie. Du côté de l'Asie, vous connaissez comme moi donc les développements à venir avec les nouvelles routes de la soie, donc un développement économique mais qui va forcément induire un développement social. Vous avez des partenariats avec l'université chinoise? Tout à fait, il y a des partenariats qui sont mis en place avec Tianjin notamment. Du côté de l'Afrique, là aussi il y a un développement qui va arriver qui va être extrêmement important. Et d'une façon générale, dans ce qu'on appelle l'Indienne-Océanie, il va y avoir une économie de la connaissance qui va forcément se développer. Moi, je souhaite que l'Université de La Réunion joue pleinement son rôle
dans cette économie de la connaissance. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à des présidents d'université de venir. Donc, pas plus tard qu'aujourd'hui, on a une quinzaine, une vingtaine, une délégation d'une vingtaine donc de présidents d'université hexagonales qui arrivent et qui constituent le conseil d'administration de la conférence des présidents d'université. Mon souhait est que demain, quand je dis demain c'est très proche, l'Université de la Réunion, dans l'Indienne Océanie, devienne une base avancée de l'enseignement supérieur de la recherche française pour son développement. Et on en a tout à fait les capacités. Oui, mais il faut avouer quand même qu'on n'en prend pas tout à fait le chemin quand on voit le nombre de grandes écoles qui s'implantent à Maurice qui vous font concurrence. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Alors justement, je pense qu'il faut travailler sur le partenariat. Bien souvent, ces implantations, effectivement, chez nos voisins mauriciens, ont été faites parce que nous n'étions pas suffisamment ouverts à les accueillir chez nous et à faire en sorte qu'ils puissent effectivement rayonner dans l'Indienne Océanie. Aujourd'hui, c'est différent. On a un colloque, un séminaire, les Outre-mer Terre d'Union, et justement qui va discuter de ce modèle d'organisation qui permette aussi aux universités hexagonales de rayonner donc dans les territoires ultramarins et dans leur environnement proche. Je pense qu'il faut qu'on soit ouvert à ça, ouvert au partenariat. L'Université de la Réunion, aujourd'hui, dans l'Indienne Océanie, ne peut pas tout faire. Elle peut par contre être en partenariat avec d'autres universités de l'Hexagone, avec des grandes écoles, pour faire en sorte que la France, de façon générale, rayonne dans cette zone. Cette vision à moyen et long terme, vous voyez-vous toujours président de l'université pour la mettre en place ? Je ferai tout ce que je peux, en tout cas, pour qu'elle se mette en place, quel que soit l'endroit où je suis. Et je prends très à cœur mon mandat et je ferai en sorte que, à mon niveau, les meilleures conditions soient celles de la réussite. Merci. Merci à vous.